Je me suis mis dans le contexte français, donc voilà, donc je me limite à la France, donc je ne discute pas ailleurs. Je vais reprendre un peu les données de, voilà, super. Je vais reprendre les données de la littérature et je vais essayer de répondre à plusieurs questions. La première, est-ce que en communautaire, il y a lieu de traiter une EPC ou d'évoquer une EPC? La deuxième, c'est chez les patients en nosocomial et notamment chez les patients colonisés. Et je ferai un petit rappel rapide par rapport aux EBLSE, parce que je ne vois pas pourquoi les EBLSE, ce serait différent, des EPC seraient différents des EBLSE. Donc, je vais limiter mon topo aux EPC, donc je vais exclure les entérocoques faecium résistants à la vancomycine. On peut en discuter après, après, et je vais me limiter aux entérobactériales productrices de carbapénémase. Voilà, donc juste pour rappeler, donc le choix en probabiliste, ça va dépendre du site infectieux. Donc là, il y a différentes espèces qui sont impliquées que l'on connaît en général ou que l'on peut suspecter, et de l'épidémiologie de la résistance en communautaire ou en nosocomial. Et la question est de savoir aujourd'hui, c'est est-ce qu'en France, c'est justifié dans les deux situations d'établir une antibiothérapie probabiliste sur les espèces résistantes. Certainement que la gravité amène généralement à élargir le spectre, même si Pierre, de l'autre côté, pense que ce n'est plus le cas. Moi, je pense que c'est de plus en plus fréquent et ça va être de plus en plus fréquent parce qu'il est très difficile de prédire finalement les mécanismes de résistance lorsqu'on est devant une situation infectieuse. Et donc, la question que je me suis posée est la suivante, c'est quelle est la prévalence et l'incidence des infections communautaires et quelle est la prévalence et l'incidence de la colonisation, notamment chez nos patients de réanimation, qui nous amènerait éventuellement à introduire des traitements dits à large spectre. Lorsqu'il existe des infections en communautaire à EPC, donc premièrement, sur la colonisation, il n'y a aucune donnée de la littérature. On n'a pas de papier français et européen non plus pour savoir dans la population générale quelle est la fréquence de la colonisation, ce qui est un vrai problème à mon sens parce qu'il y a une diffusion communautaire certaine, au moins dans le pourtour méditerranéen, et je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas à un moment donné dans nos pays. La deuxième chose, c'est que quand on regarde les infections, et donc je vous ai sorti les deux dernières publications de la surveillance primo, qui est la surveillance entre guillemets en ville des infections, où je vous remontre ici, finalement, dans les infections, vous avez ici à Escherichia coli, et je vous montre ici la fréquence des infections à ertapenem, enfin, la prévalence des infections à Escherichia coli résistant à l'ertapenem, donc 0,02%, et lorsqu'on se met dans la pire des situations, qui sont les patients vivant en EHPAD, vous voyez qu'on est à 0,06%, donc ça reste un événement extrêmement rare. Je me suis posé la question si avec les dernières données de la surveillance, il y avait une augmentation. Ça reste strictement stable. Et donc, vous avez les dernières données qui sont publiées, donc qui remontent malheureusement qu'à 2021, puisqu'on a toujours un petit peu de retard. On est toujours à 0,02% dans la même population et concernant l'Escherichia coli. Vous pouvez me dire, ben, finalement, qu'est-ce qu'il en est de Klebsiella? Donc, j'ai regardé pour Klebsiella. Donc, ça, c'est 2020 pour Klebsiella. Et vous avez ici, pour 2020, Klebsiella, donc chez les patients qui vivent à domicile, vous voyez, pardon, 0,2% chez Klebsiella. Donc, ça fait 2 cas pour 1000 patients. Donc, on est dans les infections urinaires, donc la porte d'entrée la plus fréquente des entérobactérales. Et puis, quand vous regardez pour les patients vivant en EHPAD, on est à 0,35%. Donc, on reste vraiment dans des chiffres extrêmement bas. Et puis, si je regarde les dernières données, donc ça, c'est vraiment ce qui est sorti récemment, on est toujours à 0,2% pour la résistance à l'ertapenem qui englobe les carbapénémases et tout le reste. Donc, voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de question communautaire out. Il n'y a aucune raison de penser devant une infection, y compris sévère, qu'il y ait une probabilité élevée que ce soit une infection à EPC. Alors, je vais passer celle-là. Alors, après, vous pouvez me poser la question, ben, finalement, la colonisation, qu'est-ce qui se passe en France pour la colonisation? Alors, on a une seule étude pour la colonisation en France, qui est une étude de l'année 2019, juste avant le Covid, ce qui pose aussi problème parce qu'il y a eu de la diffusion de PC pendant le Covid, dans lequel il y a 11 hôpitaux parisiens qui ont participé, 2400 patients qui ont été inclus, et la prévalence de la colonisation était de 1,2%. Et lorsqu'on regarde les données un peu plus en détail, alors ça, c'est les facteurs de risque que vous avez ici. Et lorsque on regarde les données un peu plus en détail, les voilà. Vous avez donc sur l'extrême, à votre extrême droite, finalement, les carbapénémases, les pseudomonas aeruginosa résistants au carbapénème et les entérocoques résistants à la vanco. Et vous voyez que sur les carbapénémases, on est ici entre 0,2% et 1% des patients un jour donné qui sont colonisés.
Donc, une fois qu'on a dit cela, ça reste vraiment, là aussi, un événement extrêmement rare. Et puis, on peut se poser la question, finalement, est-ce qu'il y a une évolution de la colonisation? Est-ce qu'il y a des nouveaux facteurs de risque? Et on a deux papiers de la littérature qui sont des petites études rétrospectives, enfin une petite et une grosse, qui sont rétrospectives, qui sont intéressées aux patients qui ont voyagé dans l'année. Donc, vous avez une étude du Sud francilien qui inclut 1780 retours dans l'année et pour lesquels on a recherché la présence de PC. Vous voyez qu'il y a 2,8% des patients qui sont colonisés. Mais un des messages importants, à mon sens, c'est que 29% d'entre eux n'étaient pas hospitalisés. Et donc, ce qui suggère une circulation en communautaire dans certains pays. Et puis, quand vous regardez 2014 à 2016, une petite étude, 46 patients colonisés, et donc une étude cas témoins, un tiers n'avait pas été hospitalisé en termes de facteurs de risque. Et donc, ça, c'est un vrai souci parce que l'on voit maintenant de plus en plus des patients qui arrivent à l'hôpital et qui sont porteurs et dont on n'arrive pas à savoir finalement à quel moment ils ont été colonisés. Donc, vraiment rare. Alors, j'ai essayé de regarder qu'est-ce qu'on a comme données de colonisation en réanimation. On a les données de Réa Réseau, et donc là, vous avez les données de 2022 de Réa Réseau, et vous mettez sur EPC. Alors, c'est vrai que ça fait extrêmement peur de voir ici les 100% d'augmentation entre 2018 et 2022, donc sur la ligne EPC, mais on reste à des chiffres en 2022 qui sont de 0,6% des patients qui sont porteurs d'EPC, donc ça reste un événement extrêmement rare. Et donc, je me suis posé la question, mais pourquoi Jean-François me pose cette question? Alors, pourquoi Jean-François me pose? Parce que c'est juste pour me pousser dans mes retranchements, je pense. Et la première chose que j'ai voulu répondre à Jean-François, c'est finalement, pourquoi les EPC ce serait différent des BLSE? Il n'y a aucune raison que les EPC soient différents des BLSE. Les mécanismes de résistance sont des plasmides. Il n'y a pas, entre guillemets, les espèces sont strictement les mêmes. Et donc, il n'y a pas de raison de ne pas calquer les EPC sur les BLSE. Sachant que par ailleurs, il n'y a aucun coût énergétique pour l'acquisition de plasmides, donc le comportement va être strictement le même. Et donc, je me suis dit, ben, finalement, je vais regarder un petit peu les BLSE, je vais essayer de voir s'il y a des choses originales pour les carbapénémases. Alors, juste pour résumer un petit peu les données de la littérature qui sont maintenant anciens et que vous connaissez tous, c'est que très clairement, il n'y a pas d'infection avant d'être colonisé. Il faut être colonisé à un moment donné. Peut-être qu'il y a une réserve pour Pseudomonas aeruginosa, mais je reviendrai là-dessus. Et donc, il faut être colonisé dans un premier temps. Et on sait que quand on compare les patients qui sont colonisés aux patients qui ne le sont pas, quelles que soient les espèces, que ce soit le staphylocoque ou les entérobactérales ou la Cyanidobacter ou Pseudomonas, toutes les études vont dans le même sens. Il y a un surrisque d'infection à ces mêmes espèces-là. Donc ça, c'est un élément important et je pense qu'il faut qu'on le garde à l'esprit. La deuxième chose qu'on a appris, et malheureusement que je trouve qu'il a été un petit peu abandonné ces dernières années, c'est que visiblement, il y a une corrélation entre la quantité de bactéries résistantes qu'on va retrouver au niveau d'un site, entre guillemets, c'est-à-dire au niveau des selles ou au niveau de l'oropharynx, si on pense au PAVM, et la survenue d'une infection secondaire. Et ça, je vous remontrerai tout à l'heure, mais ça a été fait antérieurement, que ce soit en communautaire, ou que ce soit en réanimation, je remontrerai un papier de Jean-François, mais surtout aussi en hématologie, où on sait maintenant que, par exemple, la survenue d'une septicémie à entérocoque, elle est liée essentiellement à une augmentation de la quantité des entérocoques dans les selles des patients, avec une modification ou une dysbiose importante qui sont liées à la chimiothérapie, à l'antibiothérapie et à l'atteinte muqueuse. Et quand on regarde les données de la littérature, c'est quelque chose que j'avais fait il y a longtemps, et qu'on regarde chez les patients antérieurement colonisés, ceux qui vont secondairement s'infecter, vous voyez que les chiffres sont relatifs. Alors, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, avec pas mal récemment sur les carbapénémases, et vous voyez que ça aussi, entre moins de 1% à 50%, ça dépend du profil des patients, avec effectivement trois situations qui semblent être beaucoup plus fréquentes qu'ailleurs, les transplantés d'organes, donc ça c'est un élément important, l'hématologie et la réanimation. Mais en gros, ce n'est pas 100% des patients, et qui est dans la salle l'avait déjà démontré pour les BLSE à plusieurs reprises. Donc, très clairement, le portage préalable est un facteur de risque majeur. L'antibiothérapie préalable est quasiment systématiquement retrouvée, mais je ne vois pas, c'est très difficile de comprendre quelles sont les classes antibiotiques qui sont associées finalement à ce phénomène. Et puis, quand on regarde les différents papiers, on voit que nombreux sont les antibiotiques qui ont été décrits comme associés, et probablement parce qu'il y a des co-résistances, ce qui fait que tous les antibiotiques peuvent participer à ce phénomène d'amplification.
Donc, très clairement, quand on regarde la littérature, rien n'a changé sous le soleil. Et je ne vois pas comment on peut avancer, à part de travailler sur le côté microbiologique des choses. C'est finalement des patients qui sont colonisés préalablement, reste à savoir si un certain nombre ne sont pas détectés. Le fait d'être exposé aux antibiotiques, et nous n'avons pas aujourd'hui de papier dans la littérature qui nous permettent de parler de classes antibiotiques spécifiques, même s'il y a eu quelques classes qui ont été évoquées, de durée et de durée d'exposition au risque, et puis le fait qu'il y ait des ruptures de membrane. Et puis juste, je vais très rapidement là-dessus pour vous montrer, vous rappeler ces papiers-là qui sont anciens, mais surtout on va aller sur ceux de la réanimation, c'est-à-dire le papier d'Olivier Andremont avec Jean-François, sur lequel ils avaient regardé la notion de PAVM à BLSE et la corrélation avec la quantité de BLSE qu'il y avait dans les selles et l'oropharynx, avec une différence entre guillemets significative entre les patients qui s'infectaient avec leur BLSE et ceux qui ne s'infectaient pas en termes quantitatifs. Et pour une raison que je ne sais pas, mais qui est probablement un petit peu technique. Pour l'instant, elle est abandonnée, mais on pourra rediscuter de cela probablement. Je vois qu'ils vont sourire, peut-être qu'ils font ça chez eux actuellement. Alors, est-ce qu'il y a du nouveau en pratique? Je vais aller rapidement sur 4 papiers de la littérature récente qui m'ont interpellé. Alors, d'abord, juste avant d'arriver sur les infections en réanimation, vous voyez que les infections restent relativement rares, hein, et donc ça, ce sont les données 2022. Sur 2908 infections entérobactérales, 0,4% d'infections enfin 1,7% résistantes au carbapenem, quel que soit le mécanisme de résistance et quelle que soit l'espèce. Donc, ça reste quand même des phénomènes relativement rares. Donc, 4 papiers qui m'ont interpellé dans la littérature. Ce premier que vous avez vu passer en 2020, qui est un papier en fait d'une équipe allemande qui a regardé entre 2014 et 2015 un peu plus de 2500-600 malades pour lesquels ils ont été systématiquement dépistés et qui étaient soit colonisés à coli, soit colonisés à Klebsiella pneumoniae, ce qui représentait à peu près 14% de leur population, et pour lesquels, lorsqu'ils regardent en fait les infections associées aux soins, les infections associées aux soins liées à la BLSE et les infections associées aux soins à une autre espèce que la BLSE de portage, vous voyez qu'il y a une différence entre Escherichia coli et Klebsiella pneumoniae. Il semblerait que les patients colonisés à Klebsiella pneumoniae fassent plus d'infections à leur Klebsiella BLSE qu'un autre germe, ce qui est l'inverse pour Escherichia coli. Et quand on regarde en bas, ce que je vous montre, c'est les densités d'incidence. Il y a une différence significative entre la densité d'incidence des infections à ESBL, Klebsiella pneumoniae, chez les patients colonisés à Klebsiella pneumoniae, comparativement aux infections à ESBL et Escherichia coli chez les patients colonisés à Escherichia coli. Ce qui suggère finalement plus d'infections à Klebsiella pneumoniae BLSE chez les patients colonisés à Klebsiella. Et donc là, on peut se poser 2 questions. La première, c'est est-ce que c'est lié à la virulence de Klebsiella pneumoniae, ou est-ce que la deuxième, c'est est-ce que le terrain, est-ce que c'est un marqueur en fait d'un terrain particulier? Est-ce que quand on est colonisé à Klebsiella pneumoniae, on est différent? Et effectivement, lorsque vous regardez un petit peu la comparaison entre les 2 patients, les profils des patients ne sont pas les mêmes. Les patients qui sont colonisés à Klebsiella pneumoniae sont des patients qui sont plus comorbides, qui ont plus d'immunosuppression, et on a l'habitude de dire que Klebsiella pneumoniae est sous-dominant dans le tube digestif. Pour que ça émerge, il faut que quand même il y ait un contexte particulier, et c'est une question qui peut être posée. Donc, ça, c'est la première chose. Et quand on regarde les facteurs de risque d'infection, et donc il faut regarder les facteurs de risque d'infection à EBLSE, je vais essayer de vous mettre avec la souris, qui est voilà, ici. Vous voyez bien qu'il faut être colonisé, donc le sexe, l'insuffisance cardiaque, le terrain pèse lourd et la notion d'ulcère digestif avec la notion éventuellement d'inhibiteur de la pompe à protons. Et vous savez qu'il y a eu quelques papiers de la littérature, dont un de cette équipe-là, qui a suggéré que c'était un facteur de risque individuel d'infection à BLS. Une fois qu'on a dit ça, on va aller sur les carbapénémases. Un deuxième papier qui m'a interpellé sur les carbapénémases, qui est un petit papier où il y a 85 patients qui sont colonisés à carbapénémase et qui m'a interpellé pour 2 raisons. La première, c'est, et c'est la dernière ligne que je vous demande de regarder, c'est la prévalence des infections chez les patients antérieurement colonisés. Et vous voyez ici que lorsque vous prenez les patients des urgences qui sont colonisés et qui vont s'infecter secondairement, vous avez 29% d'entre eux qui vont s'infecter, alors que lorsque vous regardez les patients qui sont colonisés à l'admission en réanimation et qui vont s'infecter, c'est 31%. Mais si vous regardez parmi les patients qui ne sont pas colonisés à l'admission
et qui vont s'infecter secondairement à une Klebsiella, à une entérobactérie productrice de carbapénémase, vous voyez que les patients de réanimation, qui sont ici, 55% d'entre eux vont s'infecter secondairement, ce qui suggérerait que l'acquisition en cours de séjour en réanimation est un facteur de risque d'infection et qu'il y aurait peut-être quelque chose qui est lié soit à la non-détection initiale, soit probablement aux caractéristiques propres du patient. Alors, c'est un peu étonnant, c'est sur un petit nombre de malades. Et puis, quand vous regardez les données et que vous comparez ceux qui sont colonisés à ceux qui sont infectés, vous n'avez pas grand-chose qui sort d'intéressant, entre guillemets. C'est toujours le séjour en réanimation, la ventilation mécanique, et je pense ici, il y avait la nutrition parentale. Et donc, un autre papier, et c'est l'avant-dernier, qui a regardé une étude de cohorte sur 166 patients qui sont colonisés, 118 diagnostiqués à l'admission et 48 en cours d'hospitalisation. Et je vous ai mis entre parenthèses le délai de diagnostic pour ceux qui sont en cours d'hospitalisation, c'est-à-dire en moyenne, ils sont découverts au bout de 2 semaines, et c'est entre la première semaine et la 4e semaine de leur hospitalisation. Et donc ça, c'est un élément important, parce qu'on pourrait suggérer que soit, en fait, ils les ont acquis, soit ils étaient déjà porteurs, mais pas visibles. Et ça, c'est un élément qui est lié finalement aux limites des techniques diagnostiques. Lorsqu'on regarde, et je vous ai mis les chiffres ici, ceux qui s'infectent pendant, entre guillemets, le séjour, vous voyez qu'il y a une différence entre ceux qui sont colonisés à l'admission et qui vont s'infecter secondairement, 40%, alors que ceux qui se colonisent pendant le séjour, ou alors je ne vais pas dire qu'ils se colonisent, qui sont découverts pendant le séjour, vous avez 64% d'entre eux qui s'infectent. Et donc ça, c'est une différence significative entre les deux, suggérant que la découverte pendant le séjour était associée à un plus grand risque d'infection. Et vous avez ici, sur les facteurs de risque d'infection, le fait qu'ils soient hospitalisés dans des unités à haut risque, on les a cités, les matos, la transplantation et la réanimation, le fait d'avoir des scores qui ont été établis par nos collègues italiens élevés, et puis aussi le fait d'avoir eu des procédures invasives, ou notamment urologiques, si je me rappelle bien dans ce papier-là. Et lorsqu'on regarde un petit peu, donc ça sont des courbes de survie, vous avez à gauche la courbe de survie chez les patients qui sont suivis dès leur admission, et donc en rouge, vous avez ceux qui sont colonisés pendant leur séjour, et en noir, ceux qui sont colonisés dès l'admission. Et vous avez de l'autre côté la courbe de survie au moment où on fait le diagnostic de colonisation. Vous voyez que pour ceux qui sont colonisés en cours de séjour, il semblerait que le nombre d'infections survient beaucoup plus précocement, et plus de 50% d'entre eux s'infectent dans les 15 premiers jours après la colonisation. Et donc, le dernier papier que je voulais vous montrer, c'est ce papier-là. C'est un papier qui est assez récent, pour lequel des collègues chinois ont regardé 54 patients colonisés, dont 50% d'entre eux font une pneumonie secondaire. Et donc, ils sont colonisés ici à entérobactéries au sens large du terme productrices de carbapénémase. Et donc, il y avait des Escherichia coli et des non-Escherichia coli. Et vous avez ici, dans un premier temps, je vous montre les facteurs de risque de colonisation dans un pays à haute prévalence. Et je vous demande juste de retenir le fait que des taux d'albumine basse étaient associés à la notion de colonisation. Et vous allez voir pourquoi après. Dans un deuxième temps, ils ont essayé de comparer les patients qui faisaient une infection à ceux qui ne faisaient pas d'infection. Et donc, donc là, ils mettaient en évidence, en analyse multivariée, deux choses, l'alimentation entérale et l'exposition au carbapénème, peu importe. Et puis, ils se sont intéressés beaucoup plus à leur microbiote pour savoir qu'est-ce qui se passait dans le microbiote. Et vous avez à gauche, en fait, alors d'abord, la diversité, elle est identique entre les patients colonisés et les patients non colonisés. Et lorsqu'on regarde par contre les différentes phyla, il y a effectivement des phyla qui sont diminuées chez les patients colonisés, notamment Bacteroidetes et Firmicutes. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Et c'est un élément important qui pourrait peut-être nous amener à réfléchir. Et vous avez à gauche, finalement, l'étude de l'abondance relative des espèces en fonction de ceux qui sont colonisés et ceux qui s'infectent. Et on voit bien qu'on revient sur cette notion qui est le fait que pour s'infecter, il faut qu'à un moment donné, on soit prédominant. En l'occurrence, ici, c'était des patients qui étaient comparés et qui étaient colonisés à Klebsiella ou infectés à Klebsiella. Et donc, il faut absolument que le Klebsiella prédomine dans le tube digestif. Et puis, ils sont intéressés un peu plus à l'histoire de qu'est-ce qui se passe au niveau du tube digestif et qu'est-ce qu'ils mettent en évidence. Ils mettent en évidence que certains métabolites, qui sont des métabolites, on va dire, anti-inflammatoires au sens large du terme, sont prédominants,
diminué chez les patients qui sont colonisés, notamment les propionates et les butyrates, qui, eux, sont fabriqués par deux phyla bactériens qui sont diminués de façon significative, qui sont Bacteroidetes et Firmicutes dans le tube digestif de ces patients. Et puis, ils sont allés plus loin avec un modèle de souris dans lequel ils ont essayé de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on passe de la colonisation vers l'infection. Et ce que j'ai résumé ici, c'est qu'en gros, il y a une atteinte de l'intégrité de la muqueuse digestive chez les patients, chez les souris qui vont s'infecter, avec une augmentation des cytokines pro-inflammatoires, une inflammation de la muqueuse et effectivement une diminution des protéines, des tight junction protéines et de toutes les protéines qui avait été déjà suggérée antérieurement sur le fait que lorsqu'on est colonisé à une Klebsiella pneumoniae, on a une diminution de la muqueuse digestive et probablement un taux de translocation plus élevé. Donc, pour conclure, en communautaire, la réponse est non. En associé aux soins, chez le non colonisé, la réponse est non, même si vous ne savez pas s'il est colonisé ou pas. Et chez le colonisé connu, certainement plus fréquemment chez KP que chez H. coli, peu de données pour Enterobacter cloacae et les non autres E. coli. Et donc, en général, pour les conclusions, il n'y a rien de nouveau sous le soleil à l'exception de la prédominance des KP. Et donc, tous les autres facteurs de risque sont assez habituels. Et pour les chercheurs, je pense qu'il y a des choses à comprendre. Les raisons pour lesquelles KP prédomine dans les infections comparativement aux autres. Le timing de l'infection et la physiopathologie, parce qu'il n'est pas dit que chez les patients chez qui on découvre le portage, ce ne sont pas des patients qui étaient déjà colonisés. Et si on le découvre, c'est parce que la concentration ou l'abondance relative est importante. Et puis peut-être commencer à réfléchir sur les moyens qui permettent la réversion du phénomène, notamment chez certaines populations. Donc, dans ce papier-là est évoquée la possibilité que chez les patients chez qui on a une colonisation de découverte récente dans les 15 premiers jours, évoquer éventuellement la décontamination digestive. Ça, c'est pour faire un clin d'œil au prochain topo. Voilà ce que je voulais vous présenter et je suis prêt à répondre à vos questions.